Rafah est donc au cœur de toutes les inquiétudes, de plus en plus d'ailleurs depuis cette frappe. Donc hier, Israël accusé de cibler précisément les civils et les zones humanitaires. Alors à l'instant, le gouvernement israélien affirme que ces seules munitions n'auraient pas pu faire autant de dégâts. Je vous rappelle qu'hier, le Premier ministre israélien parlait d'erreur, dramatique mais d'erreur. Et dans le même temps, regardez ce que l'on voit, ce qu'on recueille comme témoignage quelques heures plus tard. Nous ne savons pas où nous allons. Nous nous sommes réveillés à 6h, 5h30 du matin, à cause des bombardements et des roquettes. Où allons-nous? Dieu seul le sait dans notre situation. Nous n'avons pas d'eau tente, nous n'avons rien. Nous avons des enfants avec nous. Nous avons d'autres personnes à transporter, ma tante et ma belle-mère. Elles sont sous les bombardements et je vais aller les chercher. Il n'y a pas de transport, il n'y a rien en termes de moyens de subsistance. Voilà, on voit qu'il y a effectivement des combats qui se poursuivent. Gwendoline de Bono, on est avec vous en direct depuis Israël, où vous vous trouvez depuis quelques jours. Maintenant, tout à l'heure, on se parlait ensemble de la possibilité que des chars soient entrés dans Rafah. En l'occurrence, là, on reçoit des alertes. Il y a encore eu des frappes avec manifestement de nombreux morts, frappes qui sont attribuées à l'armée israélienne. Qu'est-ce que vous avez comme info ? Alors écoutez, les premiers éléments que l'on a, c'est qu'effectivement, il y a une frappe. On n'en connaît pas encore les circonstances, mais qu'au moins 21 personnes sont mortes, dont au moins 13 femmes et plusieurs enfants. Et cette frappe, eh bien, elle a eu lieu à Rafah. Sur les images, on voit clairement qu'il s'agit d'un camp de tentes avec des civils. On ne connaît pas encore la localisation exacte. Et pour l'instant, eh bien, l'armée israélienne affirme qu'elle examine ce qui s'est passé, mais ne donne pas encore de détails. Pas de détails pour le moment, sans doute de nombreuses victimes, on aura l'occasion d'y revenir. On va revenir sur tout ce qu'il s'est passé ces 36 dernières heures. Et si vous êtes OK, Gwendoline, et que vous avez le temps, je vous reprends dans quelques instants, parce que je voudrais qu'on parle un peu politique, effectivement, pour ce qui concerne Israël. Je voudrais qu'on reprenne le fil avec vous, Nivine Potros, le fil de ces 36 dernières heures, ce qu'il s'est passé précisément sur Rafah. Alors dimanche, peu avant 20h heure française, une frappe israélienne vise donc le camp de réfugiés de Tal al-Sultan qui se trouve à environ 5 km du poste de frontière de Rafah, un site qui est géré par l'UNRWA, l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens. Des centaines, voire des milliers de personnes se trouvent alors à l'intérieur de ce camp. Rapidement, un incendie fait rage. Les images partagées sur les réseaux sociaux montrent des flammes dans la nuit, mais également des corps carbonisés et démembrés. Parmi eux, des enfants. Le bilan est de 45 morts et de 249 blessés, selon le ministère de la Santé à Gaza. Tsahal, rapidement, revendique la frappe et explique qu'elle a été menée contre des cibles légitimes au regard du droit international en utilisant des munitions précises et sur la base de renseignements précis indiquant que le Hamas utilisait la zone communiquée donc de Tsahal. L'armée israélienne précise que des terroristes du Hamas se trouvaient à proximité de ce camp et qu'ils ont été éliminés. Tsahal reconnaît qu'à la suite de la frappe et l'incident, plusieurs civils dans la zone ont été blessés. L'incident est en cours d'examen. Voilà ce que l'on pouvait lire sur les réseaux sociaux de Tsahal quelques heures seulement après cette attaque. Rapidement, l'armée israélienne va expliquer que ce ne sont pas ces munitions qui ont provoqué l'incendie. Déclaration faite par le porte-parole de Tsahal, Daniel Hagari. Il explique que c'est quelque chose d'autre, peut-être des armes ou un réservoir de carburant qui a provoqué cet incendie. L'indignation, évidemment, est générale. L'autorité palestinienne parle d'atroces massacres, d'un bombardement délibéré selon le Caire. La Jordanie évoque une violation sévère du droit international. Le chef de la diplomatie, Joseph Borrell, se dit horrifié. Emmanuel Macron, lui, se dit indigné. Il n'y a pas de zone sûre à Rafah pour les civils palestiniens. Déclaration du chef de l'État français. La Maison-Blanche se dit bouleversée par ces images déchirantes. Hier, vers 17h30, Benyamin Netanyahou prend la parole devant la Knesset. Il évoque un accident, une erreur tragique selon la traduction qu'on en fait de l'hébreu et annonce l'ouverture
l'ouverture d'une enquête pour comprendre les circonstances. 10 000 personnes descendent dans la rue à Paris. Des manifestations ont également lieu en Espagne, comme vous le voyez sur ces images tournées à Barcelone, mais également en Toronto, au Canada, en Tunisie et en Cisjordanie. Tous ces manifestants dénoncent la même chose, une frappe contre des civils, et scandent un même slogan, All Eyes on Rafah. Tous les regards doivent être braqués sur Rafah. Malgré cette indignation internationale, eh bien, les frappes se poursuivent cette nuit. Une réfugiée dans le camp de Tal al-Sultan explique à l'AFP eh bien, que nous n'avons pas dormi de la nuit parce qu'il y avait des bombardements de partout, y compris des tirs d'artillerie et des bombardements aériens. Des chars ont également été aperçus par des témoins cités par Reuters et l'AFP à proximité de la mosquée Al-Wada qui se trouve à environ 3 km du lieu où a eu lieu cette frappe. Des chars ont également été aperçus non loin du poste de frontière de Rafah et on l'a donc appris il y a quelques minutes. Une nouvelle frappe a été annoncée. La défense civile annonce une nouvelle frappe israélienne dans un camp à Rafah qui aurait fait 21 morts. Oui, on va suivre tout cela parce qu'effectivement c'est arrivé il y a tout juste quelques minutes. Merci beaucoup Nivine Potros. Nivine évoquait à l'instant la Knesset. Il y a une petite séquence que je voulais vous montrer quand Benyamin Netanyahou est au micro à la Knesset. Regardez, cet extrait, il est notamment avec les familles des otages, mais pas uniquement. Regardez. אני מצדיע לחיילינו ומפקדינו שמסכנים את חייהם גם עכשיו כדי לאתר את החטופים, לחלץ אותם, בעצם שירים דגל לבן של כניעה. Gwen de Bono, on voit ces images. C'est vrai que côté gouvernement, côté cabinet de guerre, on parle quasiment plus des otages. On se demandait quelle était la réaction de la population et des médias israéliens, notamment, sur ces frappes, ces nouvelles frappes et ce massacre, effectivement, qui a eu lieu hier. Alors, sur les otages, on en parle un peu tout de même. D'ailleurs, dimanche soir, le cabinet de guerre s'était réuni pour préparer justement la reprise des pourparlers qui devaient reprendre aujourd'hui. Ils n'auront pas lieu. Le Hamas, après la frappe sur le camp de déplacés à Rafah, a dit non. Alors, sur les otages, il faut toutefois préciser que certaines personnalités israéliennes font en sorte de faire pression sur Benyamin Netanyahou. Le général Eisenkot, par exemple, qui est observateur au sein de ce cabinet de guerre, qui a perdu son fils dans l'opération militaire à Gaza, lui dit que l'opération à Rafah doit cesser et que la priorité, ça doit être la sortie des otages. Et puis, on a également vu ces derniers jours des fuites dans la presse concernant des déclarations faites par le général Nitzan Alon. C'est le général qui est responsable des otages, des négociations au sein de l'armée. Il a déclaré en off que le gouvernement, ce gouvernement, n'autoriserait pas un accord. Déclaration fustigée par Benyamin Netanyahou. Il y a donc une pression qui s'exerce et on parle encore des otages, mais ça ne change pas la différence d'approche qui est le problème fondamental. C'est que via ces négociations, le Hamas veut mettre fin à la guerre, veut le retrait des troupes israéliennes, ce qui est une ligne rouge absolue pour le gouvernement israélien de Benyamin Netanyahou. Merci mille fois Gwendoline d'avoir été avec nous donc en direct de Jérusalem. Merci beaucoup. Gallagher Fenwick, une question. Parce que Benyamin Netanyahou, il sait très bien qu'il n'éradiquera pas le Hamas. Il sait très bien que ça ne fonctionnera pas jusqu'au bout. La question est pourquoi s'entête-t-il? Est-ce que c'est une fuite en avant? L'idée là, c'est de se dire quoi? Que c'est la politique intérieure qui pourra éventuellement l'arrêter? Parce que ses partenaires étrangers n'y arriveront pas, n'y arrivent pas manifestement. Oui, ou alors ne veulent pas y arriver, puisque tous les outils n'ont pas encore été utilisés. Je pense notamment aux Américains, aux éventuels leviers qui pourraient actionner, qu'ils soient d'ordre diplomatique, économique ou militaire. En fait, quand je regarde Benyamin Netanyahou et que j'essaye de réfléchir à la manière dont il conçoit son rapport à la fois à son pouvoir et à son peuple, je ne peux m'empêcher de penser au contraste saisissant qu'il y a entre lui et une figure qui est très importante dans sa vie, qui n'est plus de ce monde, qui s'appelle Yoni Netanyahou, qui est son grand frère, qui faisait partie d'un commando, le commando d'élite en Israël, les Sayeret Matkal, et qui, dans les années 70, en l'occurrence en 1976, participe à une opération de rescousse à Entebbe, en Ouganda, sur un vol d'Air France qui faisait une liaison entre Paris et Tel Aviv et qui est pris
par le FPLP et qui détient à bord des otages. Donc il laisse sortir tous les non-israéliens, à peu près 100 personnes, et il garde tous les détenteurs de passeports israéliens ainsi que tout le staff Air France. Et Yoni est à la tête du commando qui arrive et qui permet la rescousse de la quasi-totalité des otages, mais qui est le seul à mourir. Jonathan Netanyahou est mort. Et Netanyahou, qui vit dans l'ombre de ce grand frère héroïque, est l'exact inverse. Pour des raisons purement personnelles, de survie personnelle, il sacrifie son peuple, son pays et les otages. Pour une raison, une seule. Parce qu'il sait ce qui l'attend quand les armes cesseront, et elles vont cesser à un moment. À un moment, il n'y aura plus de munitions, il y aura plus suffisamment de sang à faire couler. Donc il est en train d'amener son pays et son peuple dans un endroit très très sombre au sens métaphysique du terme. Regardez les adjectifs que Nivin a passés. C'est-à-dire on est à court dans le champ sémantique de mots pour décrire l'horreur infligée à Gaza. Indigné. J'ai entendu Gutiérrez qui ne sait plus quoi dire, qui maintenant dit l'horreur, horrifié. On l'a dit, juste un chiffre, un seul. En 4 mois de guerre contre Gaza, il y a eu plus d'enfants tués qu'en 4 ans de guerre à travers le monde entier. Et quand vous regardez les chiffres aujourd'hui à Gaza, vous avez plus de morts que dans tous les conflits depuis 1948 entre les Arabes et Israël. Donc, je pense qu'on est à un moment, un point d'inflexion, et c'est pas, j'entendais quelqu'un à la radio ce matin dire, c'est pas du tout un tournant, c'est un aboutissement. Et juste une chose qu'il faut avoir à l'esprit, les pays que Nivin a cités, certains d'entre eux là, sont les pays qui ont au sens propre du terme volé au sens propre du terme à la rescousse de l'État hébreu quand l'ennemi qui pose une menace existentielle à Israël a tiré une salve de roquettes et de drones kamikazes en direction de l'État hébreu. Ces mêmes pays, qu'ils soient occidentaux ou arabes, ont dit à Netanyahou ne rentrez pas dans Rafah parce qu'on savait ce qui allait se produire à Rafah. Et c'est ce qui est en train de se produire en ce moment même.